Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, qui vous souhaite la bienvenue, comme toujours en compagnie de Charles Dagneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, encore une fois, on a deux sujets qu'on pourrait relier par le fait que ça concerne des choses qu'on rencontre quotidiennement, certains plus intimes que d'autres, et c'est là-dessus que moi, je veux parler de métallurgie, et plus particulièrement du cuivre en Amérique du Nord. Alors, il y a des gens qui vont découvrir quelque chose là. Mais toi aussi, tu vas nous faire découvrir des choses, mais là, tu vas nous parler du seul endroit où le roi ne peut envoyer son valet. On va parler de toilettes. Oui. En fait, c'est un sujet qu'on pourrait dire qui est aucune société digne de ce nom qui va exister sans au moins cette gestion-là du corps humain. J'étais justement en train d'utiliser la salle de bain, puis je pensais à nos grands-pères, nos ancêtres, eux autres, souvent, il y avait des infects pots de chambre, et puis il fallait qu'ils aillent dehors pour des installations à l'extérieur. Et puis, ceux qui ont déjà, par exemple, été dans les scouts, puis qui ont vécu ce qu'était une latrine, ça peut savoir que c'est des choses absolument là, très désagréables. Mais quand est-ce jusqu'où on remonte pour avoir une histoire? Si on prend la paléontologie, par exemple, ils ont trouvé déterré ce qu'ils appellent des coprolites, qui sont ni plus ni moins qu'une crotte fossilisée. Et avec l'étude de ça, on est capable de voir, par exemple, les habitudes alimentaires. C'est comme ça qu'on a trouvé que, v'là 50 000 ans, les Néandertaliens mangeaient des légumes. Ça peut être utile à ce niveau-là, mais on n'est pas rendu là, à l'évolution de la toilette. Pour ça, il va falloir aller 5000 ans avant notre ère. Un endroit qui s'appelle Byblos, j'imagine c'est en Mésopotamie. C'est au Liban. Au Liban. Oui. C'est là qu'on a trouvé les premiers canaux d'évacuation, comme aussi en Crète, au palais de Minos. Oui. On va trouver l'ancêtre de la chasse d'eau. À la cour d'un monarque, Sargon Ier, Mésopotamie. Des toilettes en pierre en forme de fer à cheval. Fait qu'il y avait déjà des installations, mais déjà, la toilette séparait l'élite du reste du peuple. Parce que le reste du peuple, il allait dans les buissons puis autour des lieux où ils vivaient. En particulier à Rome, ben là, ça va être un peu le début de la sociabilité sanitaire, appelons ça comme ça. Les toilettes étaient devenues un lieu social, aussi incroyable qu'on puisse penser ça. Les latrines romaines sont monumentales. Des rangées de sièges en pierre côte à côte, et puis on discute, on rit, on négocie des affaires, entre autres. « Oh, monsieur le sénateur, vous avez bien mangé hier. » Et puis, ce qui est aussi infect, appelons ça de même, on va partager la même baguette avec une éponge au bout qui sert pour s'essuyer. Ouais. Et puis, les gens se passent ça d'un à l'autre. Aller aux toilettes, c'est un peu dangereux pour les maladies, disons, là, j'imagine. Mais par contre, c'est eux autres que c'est devenu une participation à la vie publique, quand même. Après Rome, après la chute de l'Empire, en fait, là, contrairement au Moyen Âge, on va construire ce qu'on appelle, à partir du Moyen Âge, là, on va construire des maisons de siège. Déjà, le nom indique. Les lois vont commencer à interdire de vider les pots de chambre et puis par les fenêtres. Dans les villes, par exemple. C'est déjà un progrès. C'est déjà un progrès. Les villes vont obliger la création de latrines publiques, entre autres. Et puis, c'est là que la société va commencer à développer une espèce de pudeur, de morale vis-à-vis de ça, puis surtout une discipline. Parce que aller au petit coin, là, ça va devenir un acte qui est beaucoup plus intime. Avant ça, les gens, aussi incroyables, étaient en train d'avoir une discussion. Il y en a un qui décidait de se laisser aller comme ça, puis c'était acceptable socialement, jusqu'au jour où les nobles se sont fait dire par justement des paysans, vous devriez utiliser les toilettes à la place d'aller dans le buisson comme nous autres on faisait avant. C'est les paysans qui avaient commencé ça. Et il faut dire que même certains monarques, comme Louis XIV, il lui arrivait de recevoir des invités sur sa chaise percée, absolument, comme on disait. Absolument. Puis, mais là, on était à une époque où c'était un peu exceptionnel. Là. C'était l'apanage du roi, j'imagine. En 1184, il s'est produit quelque chose.
Ça s'appelle la catastrophe des latrines d'Erfurt. Disons qu'on ne peut pas trouver meilleur nom que ça. Alors, c'est en 1184, lors d'une audience impériale, le plancher d'un bâtiment qui va s'effondrer, puis il y a une soixantaine de nobles qui vont tomber dans une fosse d'aisance. Oh. Il y en a qui vont mourir noyés dans les excréments. L'empereur, lui, va s'en sauver parce qu'il est assis dans une alcôve. Donc, il n'était pas sur le plancher en question. C'est qui, en fait, à qui c'est arrivé? C'est le comte Frédéric Ier d'Allenberg, en fait, contre Heinrich Ier de Schwarzburg. Là, on a tout un aéropage de nobles. Il y en avait une soixantaine. Henri VI et l'archevêque étaient assis, eux autres, dans une niche en pierre. D'ailleurs, c'est le roi qui avait convoqué ça pour régler un différend entre, justement, les nobles à l'époque. C'était une des principales tâches de l'empereur du Saint-Empire de faire ça. germanique. On parle exactement du Saint-Empire germanique. Tu as reconnu les noms, là. De réunir, de faire l'arbitre, finalement. Oui, Henri VII, qui était le roi, justement, à l'époque. Et puis, il y avait un certain noble qui était là, Landgrave, Louis. Le Landgrave, oui. Oui, et puis, il avait dit, cette rencontre-là, là, si j'obéis à ça, ça va me mettre dans la merde. Alors, c'est carrément ça qui est arrivé. Mais ça donne une idée aussi que là, il fallait commencer à gérer le produit de tout cela. On va avancer un peu dans le temps, puis parce que négliger l'assainissement, finalement, c'est risquer la catastrophe. À l'époque Tudor, là, on a des héros oubliés. Eux autres, on va les appeler les Gong Farmers. Parce que Londres, par exemple, s'étant tellement développé, c'était devenu un piège sanitaire. Et puis, la loi obligeait d'avoir des fosses sous les maisons qui allaient être remplies et vidées. Donc, il s'est créé une catégorie de travailleurs qu'on appelait aussi les nightmen parce que ça procédait durant la nuit. C'était un travail qui était dangereux, répugnant. Les gens en mouraient de ça, mais évidemment indispensable. Ces personnes ont empêché les villes d'être submergées dans les rejets puis les excréments. Puis c'est vraiment des pionniers dans l'assainissement. Puis là, on est à l'époque des Tudors. Puis au 19e siècle, ils vont être remplacés là, par tout ce qu'on voit aujourd'hui, là, des camions de vidange, etc. Puis là, c'est là, le 19e siècle, la toilette qui devient moderne à ce moment-là. Napoléon III. Paris va s'équiper de Vespasienne, évidemment en référence à l'empereur Vespasien qui avait taxé l'urine, oui. Et puis qui avait sorti la célèbre maxime. La célèbre phrase « L'argent n'a pas d'odeur ». Oui, parce que il s'était fait reprocher justement de ce commerce ignoble et puant, puis c'est là qu'il a vraiment sorti cette phrase que tout le monde connaît, finalement, oui. Cette expression-là. Et puis, les Vespasiennes vont devenir présentes, surtout dans les grandes villes, entre autres Paris. C'est des urinoirs publics en fonte. Donc, c'est un genre de paravent. Qui utilise ça? Mais on voit que ça va être en majorité les hommes, voilà. En 1851, à l'exposition à Londres, dans le Palais de Cristal, on va voir les premières toilettes à chasse d'eau. Puis on va même en installer des payantes. Parce que là, évidemment, en bon capitalisme et révolution industrielle, c'est ça. On va inventer des toilettes et puis on va les adapter des serrures vraiment spécifiques. Puis ça coûtait une scène. Fait que là, l'expression anglaise « to spend a penny », ça veut dire vraiment aller à la toilette pour ça. Là, il y a un nom qui surgit dénommé Thomas Crapper. Ceux qui naviguent sur Internet aujourd'hui, puis qui, si on connaît un peu l'utilisation anglaise, le mot « crap » veut dire carrément l'équivalent du français de « merde », alors crap. Puis, ça viendrait de l'inventeur de la toilette avec la chasse d'eau, mais c'est pas le cas. Thomas Crapper, c'est pas lui qui est l'inventeur, mais par contre, c'est lui qui a mis ça en marché. Il est devenu, par exemple, le fournisseur de toilettes royales. Ce qui est déjà, quand on parle de trône, ça a fait sa célébrité, au point que lorsque, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale est arrivée, le mot a été emprunté. Là, le 20e siècle, ça va être un enjeu de liberté.
des droits. Là, on est à l'époque, au 20e siècle, des libertés civiles, entre autres, des différents combats, dont le féminisme. Et on va, à ce moment-là, avoir une opposition entre les groupes féministes, ceux qui réclament la liberté des toilettes, et les fabricants de serrures, et qui sont ni plus ni moins le lobby des toilettes payantes. Même, ça a perduré jusqu'à pratiquement aujourd'hui. Ça existe encore, des toilettes payantes, bien que ce soit assez rare, là. Il y en avait ici à Victoriaville dans les années 60, je me souviens, mais c'était un cloaque humide et suintant, puis il fallait payer 5 cents, si je ne me trompe pas. Non, c'était 10 cents même, pour aller à la toilette. Et en plus d'être payant, c'était même pas propre. Bien, cet accès, ouais, en plus. Puis ça, cet accès-là va devenir une question d'égalité et puis de dignité. Bien, aujourd'hui, on a le débat autour des toilettes mixtes ou non mixtes. Oui, c'est exactement. Ça se poursuit. C'est un peu ce qui m'a amené à ce sujet-là. C'est un combat social, carrément, puis on se retrouve un peu avec la même chose. Puis là, ben, ça a évolué dans toutes les directions. Le Japon, entre autres, qui ont une espèce je dirais, de culte de la toilette. C'est rendu des objets de luxe incroyables. Puis quand on parle de luxe outrancier, on arrive toujours avec la fameuse toilette en or. C'est comme si c'était un récipient digne de ce nom. Puis, c'est pourtant toujours la même chose qui va dedans. Oui, puis aujourd'hui, on a beau avoir des téléphones intelligents, des fusées, etc., mais les toilettes, c'est encore bien plus important, puis ça demeure peut-être une quête héroïque encore aujourd'hui. Puis là, il faut savoir qu'il y a en moyenne 8 toilettes environ pour 100 000 habitants dans certaines parties du monde. Et puis, c'est devenu même un enjeu politique, social majeur. Oui, parce qu'étant un enjeu sanitaire, les pouvoirs publics se trouvent automatiquement mais dans le domaine des réfugiés, entre autres, et puis dans ce qui se passe aujourd'hui, l'aspect sanitaire, comme tu mentionnes, c'est vraiment... Ça peut, dans certaines circonstances, vite devenir un problème. Ah, ça l'a toujours été, au moins depuis 5000 ans. C'est ça. Alors, merci. C'était intéressant. Puis on a et ça nous rejoint en même temps dans ce qu'il y a de plus intime. Et ça rejoint le public et l'intime. C'est ça qui est... On a flushé un sujet, on va passer à l'autre. C'est bon. Moi, je vais parler... il y a des toilettes en or, il y en a même en cuivre aussi. Absolument. Et là, moi, je vais parler du cuivre. Vous savez, de métallurgie. Quand on parle des débuts de la métallurgie, la plupart des gens vont penser au Moyen-Orient, à la Mésopotamie, à l'Égypte, etc. On ignore en général que le premier travail du métal qui s'est fait dans le monde, c'était en Amérique du Nord, dans la région du lac supérieur. Et là, il y a une civilisation, une culture qu'on appelle le complexe du cuivre ancien. Ils sont probablement les ancêtres des Autochtones Ojibwe, de la famille Anishinaabe, qui habitent encore dans cette région-là. Et et c'est là que, vers 7000 ans avant Jésus-Christ, donc avant la Mésopotamie, avant l'Égypte, on a commencé à travailler le métal, plus précisément le cuivre. Il faut savoir que c'est des conditions un peu particulières. C'est qu'à la dernière période glaciaire, qui s'est terminée il y a à peu près 10 000 ans, les glaciers avaient fracturé et mis à nu, si on veut, d'immenses gisements de cuivre natif, c'est-à-dire du cuivre qui est en pépite et qui est déjà presque pur. Par opposition au minerai qui doit être affiné. Exactement. Dans la région du lac supérieur, notamment dans la péninsule de Keweenaw, c'est pas loin de Duluth, Minnesota, et puis Thunder Bay, ce secteur-là. Donc, on n'a pas besoin, il est déjà en métal. On n'a pas besoin de le faire fondre. On le fait chauffer pour le travailler. C'est ça qui est un peu pour le ramollir et le faire travailler. C'est donc dès 7000 à 6500 avant Jésus-Christ que les peuples de cette région-là ont commencé à l'exploiter. Et c'est donc devenu le premier centre métallurgique au monde. Ça a été d'ailleurs il y a eu des débats d'archéologues qui voulaient absolument que ce soit les Phéniciens ou les Romains qui étaient allés là avant, croyant pas que ça pouvait être les Autochtones, mais aujourd'hui, c'est démontré, c'était bien les Autochtones.
On utilisait des percuteurs en pierre, donc des roches à travailler pour détacher le métal de la roche dans laquelle il est ancré. Là, on le chauffe avec du feu, avec une flamme, tout bêtement. Et ça permet de séparer les gros blocs. Et après ça, on le martèle pour le travailler. On parle de 1,5 milliard de livres de cuivre qui ont été extraites depuis cette époque-là. Et tout ça sans aucune bête de somme, il faut s'en rappeler, ça représente beaucoup de travail. Donc, martelage à froid, on le fond pas, on le chauffe légèrement pour le ramollir un peu, puis on martèle, puis on fait ce qu'on veut avec, on lui donne la forme qu'on veut. Puis le cuivre, c'est un métal qui se prête bien à ça. C'est ça. Ouais. On va produire, dès les 4000 ans avant Jésus-Christ, on va voir des pointes de javelot, des haches, des couteaux, des hameçons, toutes sortes d'outils qu'on va produire en cuivre. Et ce cuivre-là, va probablement par des échanges avec d'autres nations se répandre très loin, souvent du lac supérieur. On va retrouver de ce cuivre dans l'État de New York, par exemple, et puis même dans la vallée du Mississippi. On parle dès 1000 ans avant Jésus-Christ. On parle déjà de grands échanges de cuivre à travers de produits à travers l'Amérique du Nord, dont le cuivre. Et ça a duré jusqu'après la période historique. Pierre-Esprit Radisson, explorateur bien connu, au 17e siècle, s'est rendu dans cette région-là. Et d'abord, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de cuivre dans la région du lac supérieur et rapporte avec un dialogue avec des Amérindiens. Il dit, j'ai envie d'en prendre un morceau, mais ils m'en empêchèrent, disant à mon frère, parce que son frère Desgroseilliers, qui était son partenaire, disant à mon frère qu'il y en avait plus là où nous allions. Et dans ce grand lac, de mes propres yeux, j'ai vu des rochers qui étaient admirables et pouvaient contenir 100 livres de cuivre abondant qui ne s'altèrent point. Donc, lui, il a remarqué qu'il y avait du cuivre, et les Autochtones le savaient, puis non seulement le savaient, puis savaient très bien ce que c'était. Et il va se rendre, d'ailleurs, dans une communauté où il va apercevoir attendez, je l'ai quelque part. En tout cas, il va apercevoir il va arriver dans un village et on exploite le cuivre à cet endroit-là. Et le village va le frapper comme étant particulièrement grand. Et il va demander combien il y a de personnes. On va dire, il y a 7000 personnes. Il va dire, il dit, nous le crûmes. Ça avait l'air vraisemblable d'après la grosseur du village. Et ça indique ça que le complexe marche encore d'exploitation du cuivre sur place. Et ajoutons qu'en 1660 quelques à peu près, s'il y avait vraiment 7000 personnes à cet endroit-là, c'était peut-être la plus grande ville en Amérique du Nord qui se trouvait là. Donc, mais l'historique, cependant, il va y avoir eu des changements quand même depuis la préhistoire, notamment que vers 1500, 1000 avant Jésus-Christ, on va arrêter de produire des outils, des armes en cuivre. Et on va revenir aux outils et aux armes de pierre. Et là, les archéologues vont se creuser la tête un bout de temps pour comprendre ce qu'ils vont appeler une dévolution technologique unique au monde. Mais il y a des facteurs qui vont aider à expliquer ça. Premièrement, il y a eu une grande sécheresse aux alentours de 1000 ans avant Jésus-Christ et on pense que les gens sont dispersés. La main-d'œuvre est devenue rare sur place. Puis, une analyse coût-bénéfice. Il y a eu des expériences faites par des archéologues qui montrent que les outils en cuivre sont plus durables que les outils de pierre, mais sont plus longs et demandent plus d'efforts à produire. Et l'avantage est quand même pas si grand que ça. Donc, on pense qu'à un moment donné, c'était plus facile d'avoir les outils de pierre et on trouvait que ça valait pas le coup là, du déplacement, de se déplacer pour aller chercher du cuivre. Mais on n'a pas arrêté de l'utiliser pour autant. Le cuivre s'est recentré sur la parure. On s'est mis à faire des perles de cuivre, des ornements, et ça correspond avec l'émergence de sociétés beaucoup plus hiérarchisées. C'est-à-dire que, en particulier, plus au sud des Grands Lacs,
dans la vallée du Mississippi, dans le sud-est des États-Unis, va se développer des cultures, notamment ce qu'on a appelé les constructeurs de tumulus, les mound builders, qui construisaient des immenses monticules pour certains qui étaient des tombeaux, certains qui étaient des lieux de cérémonie. On pense dans l'Ohio, il y en a un en forme de serpent qui a plusieurs centaines de mètres de long. D'autres étaient des pyramides cérémonielles. J'ai visité pour ma part Cahokia au Missouri, en Illinois, excusez-moi, qui était une ville vers l'an 1000, était une ville qui avait peut-être 30 000 habitants et qui a une pyramide qui est la troisième plus grosse en Amérique. Wow. Après les deux premières étaient au Mexique. Donc, ces sociétés-là étaient très hiérarchisées. Il y avait des chefs, il y avait des castes et bien sûr, porter des ornements en cuivre, c'était la marque de prestige des chefs, ça distinguait les classes dominantes. Puis aussi, ça pouvait servir à orner les bâtiments. Quand le conquistador de Soto va arriver en Floride, il va trouver un temple, puis il y a 3 aigles en métal qui brillent dessus. Les Espagnols vont se jeter là-dessus pour essayer de penser que c'était de l'or. C'était du cuivre. Que voulez-vous? C'est un monde imparfait. Mais on n'a jamais cessé de s'en servir. Le fameux chef Powhatan, célèbre comme étant le père de Pocahontas, eh bien, semble-t-il qu'une des raisons de son pouvoir dans la région, il y avait le contrôle d'une distribution de cuivre. Il y avait d'autres sources de cuivre, cependant, à part dans les Grands Lacs. Notamment, ils n'ont pas toujours eu le monopole. Dans les Appalaches, par exemple, en Géorgie, il y avait des gisements de cuivre aussi de ce coin-là. Donc, les chefferies autour du Mississippi, puis vers la côte atlantique, ça pouvait s'approvisionner de ce côté-là. Il y a d'autres traditions aussi. Il y a des gens qu'on a appelés les Inuits du cuivre. Copper Inuits, dans l'Arctique canadien, près de la fameuse rivière Coppermine, pas pour rien qu'elle s'appelle comme ça, eh bien, il y avait plusieurs clans inuits qui utilisaient le cuivre natif, qu'ils trouvaient un peu sous la même forme que dans les Grands Lacs, pour fabriquer des outils et des armes. Sur la côte nord-ouest, aussi, la côte Colombie-Britannique, par exemple, le cuivre est un symbole de richesse. Et on fabriquait des espèces de boucliers en cuivre qui ne servaient pas du tout à se battre, mais uniquement comme décoration dans les maisons, et qui étaient des biens qu'on distribuait durant les potlatches, qui servaient de monnaie d'échange, ou que même on pouvait détruire durant les potlatches pour montrer qu'on est riche. Alors, ça pouvait se compter, la valeur pouvait se mesurer en nombre d'esclaves, ou de nombre de couvertures, ou même pour une grande pirogue, par exemple. C'était rituel, ça pouvait même servir de substitut à un être humain dans un conflit. C'est-à-dire que si on avait tué quelqu'un, on essayait de se raccommoder avec l'autre tribu, on faisait des cadeaux, ça pouvait être ces objets-là. Et bien sûr, il y a également dans la région du Yukon, une ville qui s'appelle Yellowknife. Ça vient d'une nation autochtone locale que les Français avaient appelé les couteaux jaunes, qui étaient une traduction d'un terme autochtone, et c'est parce qu'ils avaient des couteaux de cuivre qui étaient jaunes, donc qui brillaient. Donc, on a cet intéressant phénomène parce que vous avez cet usage du cuivre développé très tôt, plus tôt que partout ailleurs dans le monde, mais qui n'a pas abouti à une métallurgie complexe. Pourquoi? Parce que le cuivre natif était probablement trop facile à travailler et qu'on n'a jamais eu besoin de le fondre. Et en ne le faisant jamais fondre, on ne savait pas, on n'a pas découvert que ça pouvait être une façon qu'il fallait... D'abord, on n'a jamais eu à dégager le minerai. On n'a jamais eu à le faire fondre pour le travailler, donc ça n'a pas poussé vers une innovation plus loin. Si on va en Amérique, pour rester sur le continent américain, dans les Andes, ben là, les civilisations, les prédécesseurs des Incas, ont très tôt, eux, été obligés d'extraire du minerai et ont trouvé qu'on pouvait faire fondre le métal, et donc ils ont très vite développé l'usage du cuivre, de l'argent et de l'or, et de toutes sortes d'alliages qu'ils arrivaient à faire avec ça, le bronze étant le plus connu, mais aussi des alliages qui étaient même inconnus en Europe,
comme le tombac, le tumbaga, et qu'ils appelaient, qui était un mélange d'or et d'argent, qui était d'or et de cuivre, qui avait exactement l'aspect de l'or, mais qui était moins pesant, et qui, évidemment, ça prenait, avec la même quantité d'or, on en faisait beaucoup. D'ailleurs, les conquistadors ont été bien déçus quand ils pensaient que c'était de l'or, ils ont fait fondre, et ils trouvaient qu'il n'y avait finalement pas plus de cuivre qu'autre chose. Plus de cuivre qu'autre chose. Les Amérindiens aussi de la Colombie sont devenus des grands maîtres de l'orfèvrerie. Et il y a eu l'usage du fer à certains endroits aussi, mais c'est un peu le même phénomène. Les Inuits, notamment du Groenland, fabriquaient des outils de fer. C'était du fer météorique. Une grosse météorite qui est tombée là, des milliers d'années au Groenland. Les Inuits l'ont trouvé, c'était une météorite de fer. Le fer était presque pur. Alors, on faisait la même chose. Il s'agissait de faire des éclats avec des pierres, et avec les éclats, on pouvait les travailler et faire des lames de couteau, des pointes de flèche, etc. Mais là encore, on n'a pas eu à le faire fondre, donc on n'a pas pensé que c'était une possibilité. On n'était pas obligé d'extraire de minerais, il était déjà là comme tel. Alors, on a un avantage naturel qui débouche sur un avantage technologique, mais qui empêche d'aller plus loin, finalement, qui s'est produit. Donc, mais comme on voit, il y a un changement aussi dans le cas du cuivre qui est culturel. C'est-à-dire qu'on a cessé de l'utiliser pour certains usages, mais continue à s'en servir pour d'autres. Ça montre que les technologies, l'évolution n'est pas toujours linéaire. Il peut y avoir des retours en arrière aussi, des fois, pour toutes sortes de raisons. Un peu comme si ça avait été l'âge du bronze pour les Premières Nations. Parce que quand on y pense réellement, à l'ère du bronze, ils ont commencé la métallurgie à ce moment-là. Et puis justement, faire la fonte du métal, les alliages, puis en fait, le bronze, l'airain. C'est ça. Mais avant l'âge du bronze, dans l'Ancien Monde, il y avait eu l'âge du cuivre. L'âge du cuivre. Et là, ici, c'est comme si on a eu l'âge du cuivre, puis ça s'est arrêté là. Ouais. Et je suis obligé de m'arrêter là, moi aussi, parce que l'émission se termine. Alors, merci et mesdames et messieurs, bonsoir et à la semaine prochaine.